Et tout de suite, sur Radio Soupente, la station de Rapin, sans foi, sans loi et sans courbette, nous allons nous frotter aux expositions que mes camarades et moi avons visitées ce vendredi dernier. 3 expos, une au Musée des Beaux-Arts, une à l'Académie des Beaux-Arts et une dans la galerie mythique tenue par Marie Degnaud. Alors tout de suite, on va commencer par l'exposition Gribouillage au Musée des Beaux-Arts. Ouais, alors cette exposition qui a été conçue par l'Académie de France à Rome, donc à la Villa Médicis et avec les Beaux-Arts. Donc il y avait deux lieux d'exposition. Donc sur Paris, il y a quelques 300 œuvres. Et moi, c'est une émission sur France Culture qui m'avait quand même donné envie d'aller un peu voir ce dont il s'agissait. Le principe, c'était est-ce que les artistes de la Renaissance gribouillaient? Est-ce que, entre les tracés préhistoriques au graffiti d'aujourd'hui, comment on allait explorer cette relation des artistes de la Renaissance au dessin, que ce soit une façon formelle et virtuose, à une façon, un dessin beaucoup plus ludique, dont on ne parle pas. Ce qu'on a pu voir sur certains dessins où effectivement, on voit des feuilles avec des petits croquis un peu dans tous les sens. Donc il y a des croquis qui permettent d'apprendre, de tester, de faire un œil plusieurs fois, une jambe. Et il y a aussi en fond des caricatures, des petits gribouillages. Donc le commissaire de l'exposition à la Villa Médicis s'est interrogé sur quel dessin, pourquoi il a été pensé, quelle est cette conception du dessin à la Renaissance. Et par exemple, Léon Baptiste Alberti, lui, érige le dessin comme un fondement de la pratique artistique. Et le dessin est longtemps resté comme un art mineur, c'est-à-dire qu'on ne parlait plutôt que des œuvres abouties et pas du dessin. Donc, quelle pratique du gribouillage ou du dessin libre ont les artistes depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui? Donc, on a commencé par regarder justement sur ces papiers qui nous sont exposés. On s'aperçoit qu'il y a des dessins un peu partout. Il y a des dessins dans les marges, il y a des dessins derrière les toiles, derrière les tableaux. Il y a des lettres. On dessine sur les parties un peu différentes des lettres. Derrière des feuilles importantes, comme on a pu le voir par exemple avec des dessins d'Alechinsky qui lui récupérait des anciens formulaires et donc s'en servait pour faire des petits bonhommes avec le tracé de l'écriture. Il y a aussi il y avait des dessins d'enfants qui ont été retrouvés. Alors est-ce que ça a été des dessins qui ont été faits par des apprentis qui étaient dans les ateliers ou par des enfants qui venaient de temps en temps? Et en fait, on s'aperçoit que les palettes d'un artiste de la Renaissance est beaucoup plus grande que ce qu'on croyait. Et par exemple, Michel-Ange peut être dans un dîner, peut s'amuser à dessiner de mémoire un graffiti d'une façade à Florence, et il se souvient complètement du dessin, il est capable de le reproduire, et il travaille, il fait partager ce dessin. Donc en fait, on s'aperçoit que la palette de Michel-Ange, elle peut aller du dessin qu'on connaît de Michel-Ange, donc de ses mains divines, en fait, au petit graffiti qu'il est capable de dessiner. Et aussi, on a retrouvé, donc il y avait je parlais d'un profil d'un œil, parce qu'il y a un petit tableau au premier étage de l'exposition où c'est un artiste qui se représente en train de faire un dessin d'enfant, et en fait sur ce dessin d'enfant, sur le côté, on voit ce tracé d'un œil. Donc on retrouve un peu ça un peu partout. Il y a aussi des études de drapé, il y a aussi tout un côté caricatural avec des moines aussi, par exemple, je crois il y a François Ier, enfin voilà, donc tout ça c'est important, et ça part de ce que en fait ils appelaient l'imagination active, c'est-à-dire que c'est oublier un peu tout ce qui nous entoure, et à partir de sa plume et de son encre, on voyage un peu dans notre intérieur, on se laisse aller donc à sortir un peu ce qu'il y a en nous. Donc c'est comme un peu une nouvelle énergie qui arrive. Et ils insistent sur l'importance aussi du carnet de dessin qui va vraiment chercher un peu à la source. Et de même que les quantités de papier à cette époque-là, enfin à la Renaissance, sont assez faibles, on s'aperçoit que les pages, elles sont utilisées, réutilisées à tous les endroits.
Voilà, donc par exemple, il y a des feuilles de dessins de Michel-Ange avec aussi des dessins qui se répondent, c'est-à-dire que sur une même page, Michel-Ange pouvait dessiner et il y avait cette vie collective de l'atelier avec des feuilles qui étaient partagées par plusieurs personnes. Voilà. Donc, comment étaient conservés ces brouillons? On les conserve et puis après on les décrit peu jusqu'à la fin du XVIe siècle. Et on travaille aussi sur la caricature. Donc la caricature, c'est le portrait chargé. Et là, on voit, par exemple, des corpus de dessins de Michel-Ange avec ce qu'ils appelaient des têtes fossiles, avec des nez proéminents, des bouches, des dents, des quartiers de lune. Ce qu'on retrouve aussi dans le même un peu style chez Léonard de Vinci. Et on retrouve aussi derrière des fresques qui ont été cachées, qui renvoient probablement à Carnaval ou des témoignages de fêtes populaires dont on n'a plus de traces aujourd'hui. Donc cette exposition, elle est assez dense, elle n'est pas forcément facile. Mais parce qu'il faut vraiment regarder chaque dessin pour aller chercher justement ces graffitis qui sont en arrière-plan. Ouais. Donc moi ça m'a quand même plu, peut-être parce que j'avais déjà écouté cette émission avant de France Culture, que j'avais envie de comprendre ce dont il parlait, pourquoi ça pouvait être intéressant. Et là, je peux lire, c'est un chapitre d'une page du catalogue justement qui s'appelle Michel-Ange, gaucherie sur papier. Donc c'est un article de Moreau Mussoline. Le gribouillage est un charabia, une ébauche sans grâce ou un croquis réalisé sans effort, mais aussi un signe obscur, un griffonnage indéchiffrable, un mot ou une phrase effacée, écrit à la hâte ou tourmenté par des corrections. Ce qui unit les différentes acceptions du terme est le manque constant d'ordre ou de règles, ce qui n'empêche pas que le gribouillage puisse être tracé par une main experte, avec l'aisance du trait ou la finesse du geste. Il existe donc des gribouillis de maître réalisés lorsque l'esprit de l'artiste pénètre librement sur le territoire de la marginalité et de l'anarchie formelle, s'exprimant dans un langage sans code. C'est précisément pour cette raison que les nombreux gribouillages présents sur les feuilles de Michel-Ange représentent le meilleur antidote à l'image stéréotypée du dessinateur divin, à l'idée éculée de l'artiste inaccessible, à son art conçu comme une grâce et un don. L'œuvre du dessinateur, Michel-Ange, montre les signes d'une énorme tension conceptuelle qui prend toujours la forme d'un travail incessant au cœur des choses, mais qui produit inévitablement des déchets, des résidus, des fragments. Voilà de quoi sont faits les gribouillages de Michel-Ange, un univers de signes marginaux qui fait partie intégrante de son activité soutenue de dessinateur et qui, de temps à autre, un remède à l'ennui, un désir de digresser, un geste d'impatience et de hâte est évidemment un signe de perplexité, d'incertitude et de doute. Nous n'aurons jamais le regard adéquat pour comprendre pleinement les pensées qui se cachent à l'intérieur de ces signes, souvent ravalés au rang de croquis indéchiffrables ou d'exercices médiocres réalisés par des assistants sans talent, et pourtant, dans de nombreux cas, en plus d'être entièrement autographes, ils forment un véritable réseau qui nous aide à comprendre, au-delà de la rhétorique du génie, qui est vraiment Michel-Ange, et ce que son art a encore à nous dire, qui n'a pas déjà été amplement dit. Si certains des gribouillages de Michel-Ange apparaissent dans les marges de feuilles où s'expriment une concentration et une intensité extraordinaires, d'autres semblent avoir été tracés sur le premier espace disponible, comme s'il s'agissait de souvenirs ou d'idées qui venaient de surgir. Et d'autres peuvent encore être reconnus comme des notes graphiques ayant des conversations perdues. Eh bien, camarades, auditrices, auditeurs, je viens juste maintenant de comprendre l'intérêt de cette exposition et j'en remercie ma camarade qui, contrairement à moi, a passé un temps considérable devant ces gribouillages, alors que moi, je fais semblant de m'y intéresser sans plus. Ouais. Par contre, là, maintenant, je m'y intéresse, voilà, parce que j'ai assisté dans ces quelques minutes à une démonstration vraiment passionnante de la compréhension de ma camarade pour des choses qui sont pour moi inaccessibles. Ouais, alors justement, si tu avais bien aimé, il y a une partie justement sur du buffet où on parle un peu de la caricature. C'était portrait à la galerie René Drouin, donc c'était en 1947.
Et là, Dubuffet a dessiné grossièrement tous ses amis, enfin d'une manière un peu, oui, justement, il y en a qui sont fâchés avec lui. Ouais, d'une manière caricaturale. Donc, et il y a tout un petit texte à côté qui parle de la vie de Dubuffet, de ses relations, notamment avec Chessac. Enfin, voilà. Et ça, c'était quand même, c'est assez intéressant. Enfin, ça, t'as bien aimé les caricatures oui, de ça me parlait. Oui. Si tu veux, toutes les finesses que tu viens de révéler là, je les ai pas vues. Voilà, j'ai eu tout de suite, peut-être parce que c'est les Beaux-Arts, et peut-être parce qu'ils sont dans un état de déliquescence avancé, je leur porte pas un crédit énorme, je préfère m'intéresser en tout cas à une des expositions, aux deux autres expositions, qui me parlaient vraiment, voilà. Là, c'était, oui, quand Dominique Pitié-Cou, Anne de Beauvoir et compagnie me raconte ce qu'elle a vu, ce qu'elle a compris, eh ben oui, le message passe très bien. Voilà. J'espère que pour vous aussi, parce que bon, c'est quelqu'un qui a vraiment regardé, qui a essayé de comprendre des choses qui pour moi n'ont aucun intérêt. Voilà. Et là, je commence à me dire que je suis un peu con. Non, mais moi j'aime beaucoup justement le dessin, la plume, l'encre. Et là, par exemple, donc sur ce catalogue de Dubuffet, effectivement, c'est des portraits à charge, des traits gribouillés, et qui Jean Dubuffet revendique son trait rudimentaire. Il appelle le portrait le plus sommaire, le plus informe des membres de son entourage. Et il dit qu'en fait, vive leur vraie figure, ils sont beaux malgré eux, quoi. Tout à fait. Voilà. Et donc après, il faut aller voir les portraits de. Et donc moi j'ai bien aimé aussi tous les dessins d'Alechinsky quand même, on aime bien le boulot en général d'Alechinsky. Donc c'est à partir de deux manuscrits. Enfin, je pense que il a récupéré effectivement des papiers officiels pour travailler dessus. Il y a un autre dessin d'Eugène Delacroix, c'est Faust dans son cabinet, c'est une lithographie. Et justement, ce qu'on peut voir, donc on voit Faust qui est dans son cabinet, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit à côté, c'est que tout autour, on a un homme casqué, on a une épée, on a un trait qui tournicote. Enfin, voilà, on a plein de petits essais. Et moi, je crois que c'est ça que j'ai aimé, c'est justement tout ce qui est un peu pas terminé, justement, tout ce qui est esquisse, tout ce qui est ébauche, mais encore avant même pratiquement l'ébauche. Et voilà, je trouve que ça, on n'en parle jamais. De même qu'il y a des morceaux de fresques où on voit des anciens, il y a toute une partie sur le graffiti, donc on voyait justement ce qu'il y avait dessiné sur des fresques du Colisée. On voit, ça commence par une photo de Giacometti qui encadre un graffiti qu'il y a sur un mur de son atelier. Je crois qu'il travaillait beaucoup sur les murs de son atelier, Giacometti, quoi. Oui, il y a beaucoup il n'y a pas que lui, il y a beaucoup d'artistes qui se sont servis des murs, des portes, de tout ce qui traînait dans l'atelier pour esquisser, chercher des couleurs aussi parfois, comme dans l'atelier de Bacon à Londres, etc. Oui, voilà, mais moi, je découvre maintenant, 2 ou 3 jours après, à la suite de ton exposé, que j'ai loupé vraiment quelque chose. Il faudrait que j'y retourne. Voilà, tu peux y retourner, oui. Bah, par exemple, là, il y a c'est pareil, c'est une toile, c'est un peintre qui est dans son atelier, c'est une peinture de 1666 de Baron Fabricius. Donc on voit ce peintre qui dessine, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit son atelier, derrière, on voit un mur, justement, avec du dessin au crayon, avec un dessin plutôt caricatural. Et là, ce qu'on pouvait voir dans cette exposition, c'est qu'effectivement, les grands artistes ne faisaient pas que du beau, il y avait aussi, ils pouvaient s'adonner à plein de travail. Non, mais heureusement, oui. Non, mais c'est intéressant d'avoir retrouvé ces papiers-là, quoi. Oui, tout à fait. Non, voilà, moi j'ai encore une fois de plus tout loupé. Mais c'est une bonne leçon, parce que bon, ça m'incitera par la suite à faire un peu plus attention à des choses sur lesquelles j'ai du mal à fixer mon intérêt, quoi. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup encore une fois. C'est dommage que les confessionnaux n'existent plus, parce que j'irais tout de suite dans Hachette de Gare. Pas la peine. Voilà. Pas la peine. Donc moi, je pense que c'est intéressant, mais il y a aussi des artistes plus modernes. Alors il y a Sitombli, là, j'ai pas du tout aimé ces gribouillages. Oh, là, oui, pour voilà. le coup, là, non, parce que oui, ça c'est bien de le relever, parce que c'est exactement
là, on tombe sur un truc qui me réconforte d'une certaine manière de mon désintérêt pour tout ça. C'est que là, au moins, ça justifie une petite partie de mes préventions, parce que là, c'est des artistes contemporains qui gribouillent. Et là, c'est du vrai gribouillage. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, c'est complètement informe. Voilà, ils gribouillent. C'est pour ça, c'est pour le gribouillage, c'est ça. C'est-à-dire des traits qui partent dans tous les sens. Voilà, on frotte, on machine, mais il n'y a rien de lisible. On sent que c'est complètement je m'en foutiste, quoi. Voilà. Non, et donc ça, effectivement, ça m'intéresse. Mais ça, c'est très actuel. Hein. On fait une crotte, et d'une crotte, on en fait un roman policier. Hein. Non, il y a aussi des dessins d'Henri Michaud qui avait dessiné sous mescaline. Bon, ça, c'est pareil. C'est pas ce qu'il y a le plus passionnant. Non, c'est vraiment, moi, ces dessins de la Renaissance qui m'ont plu, avec toutes ces marges travaillées, avec ce qu'il y avait à rechercher. Il y a eu quelques gribouillis ou gribouillages de la Renaissance, où quand même, on sent que l'artiste qui a gribouillé, il maîtrise quand même. Voilà, c'est des gribouillages très lisibles, et on sent vraiment une patte, on sent une nervosité, on sent... Ouais, il y a un intérêt certain, là, il n'y a aucun doute. C'est un dessin fou, quelle salade. C'est un dessin fou, quelle salade. Un dessin lalaïto, quelle rigolade. Un dessin lalaïto, quelle rigolade. Ah ah ah. Oh. Éléphant par devant, dromadaire par derrière, à l'endroit ou à l'envers. Dromadaire par derrière, éléphant par devant, marche arrière ou marche avant. C'est un dessin dérangé, quelle salade. Un dessin tout mélangé, quelle rigolade. Un dessin tout mélangé, quelle rigolade. Ah ah ah. Oh. Pélican par devant, lampadaire par derrière, à l'endroit ou à l'envers. Lampadaire par derrière, pélican par devant, marche arrière ou marche avant. Tu te croises les crayons, quelle salade. Tu mélanges les bidons, quelle rigolade. Tu mélanges les bidons, quelle rigolade. Ah ah ah. Oh. Mohican par devant, militaire par derrière, à l'endroit ou à l'envers. Militaire par derrière, Mohican par devant, marche arrière ou marche avant. C'est un dessin fou, quelle salade. Un dessin lalaïto, quelle rigolade. Un dessin lalaïto, quelle rigolade. Ah ah ah. Oh. Le dessin fou, Henri Dess. Et on poursuit donc l'aventure, c'est l'aventure, avec une expo à l'Académie des Beaux-Arts, qui se trouve sur la place de l'Institut, là, sur l'œuvre d'un Syrien qui a fait, peut-être lui-même, je ne sais pas si on a des informations là-dessus, l'expérience de la torture, de toutes ces choses-là. Si, il y a justement, il y avait une émission, j'ai réécouté une émission sur France Culture, sur tout son parcours. J'ai eu du mal à oui, il a été enfermé, torturé, ouais. Enfin voilà. C'est ce et que donc je vais, il en a tiré une œuvre, enfin celle qu'on a vue en tout cas, des dessins et des gravures assez fantastiques dans la réalisation, voilà, tout au contraire des gribouillis du musée des Beaux-Arts. Là, c'est vraiment du travail extraordinaire de création sur la représentation des scènes de torture qu'a pu subir cet artiste. C'est des petits formats, il y a une ou deux peintures. Enfin, moi je pense à tout de suite, quand on entre dans cette académie, c'est tout de suite sur une cimette sur la gauche où sont rassemblés une
quarantaine peut-être de dessins, de gravures, de peintures sur justement ces sinistres prisons où on torturait des êtres humains. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment. Ça, évidemment, toutes ces choses barbares dont les hommes sont capables, on a vu ça aussi avec des images des camps de la mort nazis, dans toutes les. C'est l'expression vraiment de ces gens qui ont perdu toute humanité et qui trouvent probablement une jouissance, une compensation à ce qu'ils n'ont pas dans la vie en souffrir d'une manière terrifiante leurs contemporains. Voilà. Et cet homme en est sorti, c'est un miracle, et c'est un miracle aussi qu'après tout ça, il puisse continuer à faire de la création. Ouais, alors donc ça fait partie d'une exposition qui s'appelle Itinérance 2021. Ce sont des artistes qui ont été en résidence à la Casa Velasquez, qui sont exposés au pavillon Comtesse de Caen, donc à l'Institut de France. C'est une exposition donc qui est gratuite, c'est important de le dire, c'est bien, ça permet d'y passer. Tout à fait. Alors oui, effectivement, cet artiste s'appelle Nadja Al-Boukaï, et ses dessins sont quasi, pour moi, difficiles, voire insupportables à regarder, parce que ce sont vraiment des corps torturés, des corps déformés par la douleur, des hommes quasi nus, des hommes maigres, enfin on a l'impression qu'ils peuvent mourir à tout moment, et en fait effectivement ils sont dans les geôles du régime syrien, et Nadja Al-Boukaï lui a été emprisonné pendant 1 an donc dans ces prisons. Il faisait des manifestations pacifistes, et il a fait paraître à peu près ses dessins dans un récit collectif chez Actes Sud qui s'appelle Tous témoins. Et il raconte qu'au début de sa captivité, en 2012, il n'avait pas de souvenir de ce qu'il voyait. Il avait une cellule qui était toute petite, ils étaient très nombreux, ils étaient pour la plupart malades, ils avaient des conjonctivites. Donc en fait, il voyait très mal, il voyait des touches d'ombre pour les silhouettes des prisonniers. Et après, il a été à nouveau incarcéré en 2014. Et là, il avait une nouvelle cellule qui était un peu plus éclairée, il voyait un peu plus. Et donc, il est resté 70 jours dans ce qu'ils appelaient le centre 227, qui est un centre de détention des renseignements généraux qui peut accueillir environ 300 prisonniers. Mais en fait, ils n'étaient pas 300, ils étaient 3000. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient entassés les uns sur les autres. Et il y avait donc les prisonniers revenaient des salles de torture, donc ils récupéraient les prisonniers, il y avait toute cette promiscuité. Et en fait, ce qu'il dessine, c'est tout ce qu'il a vécu dans ces geôles où ils prennent des draps pour évacuer les morts. Ils racontent quelles sont les scènes de torture. Enfin, c'est vraiment, enfin, l'écouter. Je mettrai le lien sur cet entretien sur France Culture qui datait d'avant le confinement. Il y avait une première exposition. En fait, c'est quasi insupportable. Et ce qui est impressionnant, c'est d'entendre cet homme qui arrive à raconter. Et après, lui, en fait, il a pu s'échapper. Alors, je ne sais pas comment il est parti. Il s'est retrouvé, il est arrivé sur Beyrouth. Et il dit que 2 mois après sa libération, en fait, c'est comme si l'appareil venait de développer toutes les photos enregistrées sur une pellicule. En fait, il s'est mis à dessiner sans arrêt pour témoigner. Il a simplement été dans un magasin, il a acheté un carnet de dessin, un stylo à billes chez l'épicier, et voilà, il a gribouillé, enfin, il a fait tout, il n'a pas gribouillé, il a dessiné tout ce qu'il avait vu. En fait, d'un coup, tout est ressorti de ce qu'il avait emmagasiné comme souvenir. Alors, il dit qu'il a été bien entouré, on lui demandait du papier, des dessins, des couleurs, et qu'il a eu cette envie effectivement de témoigner. Après, il a été aussi après Beyrouth, il est allé à Paris, et il a été sollicité par des profs d'histoire géo, des profs d'histoire de l'art. Ses dessins au départ n'étaient pas faits pour être édités, mais pour témoigner. Après, donc, il a pu travailler sur des papiers plus grands. Et là, il a été un peu confronté à des problèmes artistiques. Et ses dessins ont été publiés dans le journal Libération. Et là, il a été contacté par un artiste graveur qui lui a proposé de faire un atelier de dessin avec des étudiants en art. Et il a senti qu'il pourrait se mettre à la gravure. Donc, il a fait un essai, il a obtenu une bourse de l'Académie des Beaux-Arts et il a pu faire une 15aine de gravures. Et dit lui-même que c'est des choses qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir réaliser. Il a fait des grands formats, je pense que c'est les grands formats qu'on a pu voir. Et là, il a pu affronter, comme il dit, des questions esthétiques du dessin, mais il ne voulait absolument pas
renier le témoignage ni esthétiser l'horreur. Donc il est né en 1970, il est né à Homs et il se met à dessiner quand il est déjà tout petit. Donc il est dans sa maison, il raconte qu'il y a un mur blanc, il fait un dessin et que là, au lieu de se faire réprimander par ses parents, en fait, ses parents sont tout de suite admiratifs, ce qui va l'encourager donc à dessiner pour attirer l'attention de son entourage et qui va découvrir après le magazine Pilote et ses dessins. Donc ces magazines venaient d'Égypte et jusqu'aux accords de Camp David, en fait, qui ont arrêté l'arrivée des BD, mais il a fait les Beaux-Arts de Damas et c'est ça qui l'a vraiment stimulé. Il a découvert la peinture moderne française, enfin. Après, il est arrivé aux Beaux-Arts de Rouen et là, il dit qu'il avait un chevalet, du papier, des pinceaux et il a compris que le dessin était méprisé, justement, et qu'il n'était pas du tout pris au sérieux. On croyait qu'il c'était comme un retraité qui viendrait prendre des cours du soir ou apprendre la peinture. Et après, il a pu rencontrer donc des professeurs, il cite Philippe Garrel, qui l'ont encouragé à dessiner. Donc voilà, il dit qu'en France, après, il va apprendre l'origine d'une des tortures qu'il y avait là-bas, qu'on appelle la chaise allemande. Bon, c'est absolument une horreur. Ça a été enseigné aux militaires syriens par un nazi, Alois Brunner, qui était un officier SS de Drancy. Et il dit, j'aurais aimé être David Hockney, peindre des paysages normands riants avec plein de couleurs, mais ce n'est pas possible, quoi. Ouais. D'ailleurs, Alois Brunner, comment il s'appelle on parle dans ses bouquins sur Drancy. Arrachus. Oui, il a été effectivement un des gens des Allemands qui s'occupaient de Drancy. Voilà. Donc là, effectivement, il est en résidence à la Casa Velasquez, il est là-bas, il a été là-bas en 2021, et il poursuit donc toute son auscultation des corps souffrants, meurtris, et comment représenter, mais comment donner à voir ces êtres soumis à l'insoutenable, punis, torturés, émus par la recherche et l'espoir d'une issue. Et il comptait, il y avait des numéros, quand il devait évacuer les corps, il y avait des numéros, donc à un moment il voit le numéro 5000 et quelques, donc on était déjà à 5000 morts. Et ils étaient tous, effectivement, les prisonniers étaient malades. Donc voilà, après il y a toujours aussi pourquoi moi j'y survis, pourquoi je peux arriver à dépasser ça, quoi. Donc c'est tout un travail sur l'introspection, l'exploration, enfin, de ce qu'il a vécu, quoi. Voilà, donc c'est passionnant. Enfin, il faut vraiment aller découvrir son travail. Il y a une signature à la librairie d'à côté le 4 mars. Il y a un livre qui vient de sortir, je crois que c'est graver la mémoire. Et ça a été vraiment une grande découverte, quoi. Ouais. Mais j'ai trouvé dans ces dessins, dans ces gravures, enfin dans ces images, il y avait un côté quand même qui m'a fait penser à Goya. Oui, oui, exactement. Oui. Ouais. Ouais. C'est ce qu'ils disent un petit peu à un moment. Ils disent dans la lignée des As de Goya, d'Autodisque, de Zoran Music. Hein, c'est de placer la mémoire au centre d'une réflexion conceptuelle, mais aussi d'une lutte contre son propre effacement, quoi. Oui, mais même dans les personnages, on pouvait penser que c'était les Espagnols, mais enfin, les Espagnols, ils ont vécu quand même pendant quelques siècles sous la domination arabe, et donc il en reste des traces. Et il y avait non seulement dans le dessin, mais aussi il y avait des similitudes avec comment dirais-je, l'image des personnages qui auraient pu être des Espagnols torturés par Franco, par exemple. Tout à fait, ouais, complètement. Lui, il dit, dans un pays comme la Syrie, avec ce régime dictatorial très dur et monstrueux, il n'y a pas de pitié. On a le choix entre être un criminel, donc du côté du régime est corrompu, ou alors être victime. Et ceux qui ne voulaient choisir ni l'un ni l'autre sont devenus des clowns pour esquiver ces deux camps. Et dit, en tant qu'artistes syriens, nous étions donc des clowns.
صوت شد ما شقت لبني الحرية نسقى من تمغاري نزغني دا صحراء صوت شد ما شقت لبني الحرية نسقى من تمغاري نزغني دا صحراء ورهينا ما انت الشرد تسنيني يتمنى الصوت انشد ما شقت مبنى الحرية نسقى من تمغاري نزغني دا الصحراء نردف وتفجر نسكار العمودية صوت شد ما شق من ابن الحرية نسكى من تمغاري نزغني دا الصحراء وين اعلان ميدن ويخدم لنا الثورة الصوت انشد ما شق من ابن الحرية نسقى من تمغاري نزغني دا الصحراء Voilà, c'était un morceau Tinariwen qui s'appelle Asso. Alors Tinariwen est un groupe justement qui avait choisi Nadja Al-Boukaï à la fin de l'émission de France Culture. Et puis, pour finir sur ces 3 expos de vendredi, il y a la galerie Kaléidoscope avec Marie Dognaud qui est aux commandes et pour une exposition sur cette mouvance des années 60-70, un peu avant 60, un peu après, qu'on appelle donc la nouvelle figuration. Effectivement, tu as raison, hein, c'est ce qui arrive au tournant des années 60. Donc elle va faire 2 expositions sur ces dates entre ce grand foisonnement entre 57 et 77 et c'est vraiment son travail de montrer tous ces artistes auxquels elle est attachée, qu'elle nous fait. Alors elle a mis un catalogue en ligne sur son site qui est très détaillé, qui raconte qui recontextualise complètement cette nouvelle figuration dans le contexte artistique de l'époque. En gros, ce qui se passe, c'est qu'à la fin des années 50, au début des années 60, il y a plusieurs expériences artistiques qui arrivent, qui se diversifient et qui cherchent à explorer des nouvelles voies pour parler un peu du rapport au monde. Et qu'il y a une galerie, qui est la galerie Matthias Feld, qui, elle, qui va affirmer un peu ce nouveau phénomène sur 2 années, en 61-62, des expositions qu'elle appelle une nouvelle figuration, puis une nouvelle figuration 2. D'ailleurs, Michel Ragon a beaucoup écrit, je crois, a écrit sur ce deuxième volet. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, ce qui va être au cœur des préoccupations de ces artistes, c'est quand même la figure humaine, quoi. Tout à fait, oui. Et qui sont, par exemple, comme pour Macréo, qui ont mais à peu près sûrement inspiré des gens comme Basquiat, etc., quoi, bien
qui sont des précurseurs, qui sont vraiment des artistes qui ont inventé une nouvelle façon de s'exprimer. Voilà, quelqu'un comme Macréo s'exprime souvent sur des toiles blanches, voilà, un fond blanc, et il dessine, il barbouille. Alors là, pour le coup, on pourrait dire il gribouille dessus, voilà. C'est plus du trait impressionniste que quelque chose de très structuré, voilà. Mais ça vit, ça bouillonne. Et il y en a un d'exposé donc en ce moment à la galerie Kaléidoscope, qui est toujours aussi, malgré que ce local soit pas tout à fait le même que celui que occupait avant, il est quand même. Moi, j'ai trouvé qu'il était assez lumineux et qui donnait sur une petite cour qui était assez intéressante du point de vue de l'architecture. C'est très très drôle parce qu'il y a un pan de mur en pierre, il y a un pan de mur en plâtre, voilà. C'est vraiment une petite courette, une courette, il n'y a pas besoin d'être petite, la courette, hein, qui donne de la profondeur à la galerie, j'aime beaucoup. Alors oui, il y a donc Macréo, il y a une grande toile de lui, mais il y a aussi Robérol ? Non. Non, Robérol, j'ai pas trop. Alors c'est un Robérol des années 60, donc Ouais. c'est un Robérol en fait qu'on connaissait pas. C'est quoi ? C'est une grenouille. J'ai l'impression que ça représentait une grenouille. J'ai vu comme une forme. Enfin voilà. Et c'est vrai que on n'avait jamais rencontré ce style-là de Robérol, même à Imoutier en fait. Oui, surtout de cette taille qui est assez réduite. Mais il y a donc. Il y a Marian toujours. Oui, toujours. Et celui dont le nom échappe, là, Jacques Grimbert. Jacques Grimbert, oui. Alors oui, pourquoi j'oublie Jacques Grimbert ? Parce que les trois, moi, qui m'ont vraiment impressionné, si on peut dire ça comme ça, c'est Grimbert, c'est Marian et cette toile de Macréo. Voilà. Pour moi, c'est les trois artistes phares de cette exposition qui la positionnent vraiment tout à fait originellement, parce que c'est Arpin. Avant, c'était comment dirais-je, une autre galériste qu'on aimait beaucoup, qui est là aujourd'hui. Dominique Paula-Dardouin. Dominique Paula-Dardouin, et c'était sa mère aussi, mais nous on n'a pas connu quand elle était galériste, on l'a connue beaucoup plus tard, mais voilà. C'était les représentants de cette nouvelle figuration, surtout c'était ces deux femmes. Et Marie Dognaud, je pense qu'elle a repris une espèce d'histoire de ce mouvement pictural et d'une manière très intéressante, quoi, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui est assez affûté sur le sujet. Ouais, il y a un peintre qu'elle aime beaucoup, hein, c'est Recalcati, qui est décédé il y a pas longtemps. Alors nous, c'est vrai qu'on n'a pas forcément énormément aimé son travail. Bon, apparemment, il avait une façon originale de travailler. Il mettait des grands aplats, des grandes toiles par terre, de la peinture. Il se mettait un espèce de bandeau ou de tissu sur la tête. Et voilà. Et il faisait des empreintes. Oui, toi, ça te plaît pas du tout. En plus, après, ces tableaux sont assez géométriques. Il y a une partie qui peut être un peu comme un quadrillage de bois avec lui, son visage, des empreintes. Bon, j'ai l'impression que Marie l'aime beaucoup. Nous, on n'a pas, c'est pas ce qui nous a le plus séduit. Dans la peinture, etc. On a vu ça avec Klein, on a vu ça avec plein de gens. Voilà, bon, c'est pas vraiment la révolution, quoi. Voilà. Non, par contre, les trois que j'ai cités, Macréo, Greenberg et puis Marian, là, c'est autre chose, quoi. Ils n'ont pas besoin de se rouler dans la peinture pour être originaux. Non, c'est... Voilà, je suis désolé de ne pas être tout à fait d'accord avec la sensibilité de Marie Dognaud, mais bon, on dit les choses comme on les sent. Moi, je crois que ça, c'est pas très important. L'important, c'est effectivement qu'elle fasse ce travail de montrer tout ce courant. Et là, elle va faire. Là, ça se termine le 11 mars. Elle va faire le deuxième volet après. Elle est passionnée. Elle écrit. Je crois qu'elle est en train d'écrire un nouveau catalogue. Et elle est prête à partager. Donc, elle est au 19 rue Mazarine. C'est tout à côté. En fait, ces trois expositions sont à 10 minutes les unes des autres.
et ça vaut vraiment le coup de passer un après-midi à les faire. En plus, en bord de Seine, il y a tout ce quartier qui est quand même un quartier de galeries. C'est un bon moment, et puis discuter avec elle, où elle peut partager, enfin, sur ces artistes, quoi. Et voilà, nous, ça permet de. C'est vrai que la nouvelle figuration, c'est pas quelque chose, c'est pas un style dont on parle, c'est pas une époque dont on parle forcément si souvent, quoi. C'est des artistes. Non, parce que ça peut être assez déroutant aussi, parce que Greenberg, ça s'avale pas comme ça. Hein. C'est quand même quelqu'un, voilà, qui a une histoire d'ailleurs qui est très touchante. Il travaillait dans sa cuisine. Non mais imaginez des artistes comme ça qui se la payaient pas. Voilà, il travaillait dans sa cuisine. Bon, ben, ouais. Et ça n'empêchait pas de faire de la belle peinture ou de la peinture. Moi, je dis belle. Dans ma bouche, un sens que je comprends, même si ça peut paraître obscur pour d'autres. Voilà. Marian, bon, on connaît son histoire, est tragique, et sa peinture qui est aussi tragique, et qui déménage, et Macréo aussi, qui a une vie assez tragique. Mais sa peinture, par contre, elle n'est pas tragique. Enfin, elle ne donne pas ce sentiment de tragédie que peut donner la peinture de Marian. Voilà. Non, mais c'est bien, hein, c'est le genre de lieu d'exposition qui, contrairement aux grandes cathédrales de l'art, comme le Centre Pompidou, comme Orsay, comme le Louvre, comme tous ces machins-là, voilà. Là, au moins, on peut regarder les œuvres, on peut s'en imprégner sans payer, c'est très important, voilà, parce qu'on n'a pas les moyens évidemment de se les payer, mais ça fait rien, on a les moyens de les regarder. On ne nous empêche pas de les regarder et de rester un petit peu devant les œuvres pour s'en imprégner. Voilà. C'est pour ça que ces lieux comme ces galeries, grandes ou petites, c'est beaucoup plus important à mes yeux que les grosses tartines des musées nationaux. Surtout quand là où le galeriste est quelqu'un de sympathique et d'ouvert, quoi, parce que d'abordable. Voilà, c'est ça c'est important. Alors il y a des artistes aussi, donc il y a Marian, mais il y a Christoforou, il y a Bage, il y a Arroyo, il y a Tessier, il y a Télémaque, tout ça. Les petites peintures, moi j'ai bien aimé à Tessier. Ah oui. Elles sont toutes petites. Il y en a une dans la galerie du haut et il y en a une dans la galerie il y en a une au sous-sol. Non, parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est que alors les autres, c'est toujours des peintures, c'est quand même des formats, des 60 figures, ou un mot plus, enfin ça tourne autour de ça. Mais ce qui était des tout petits trucs, il faut vraiment faire attention. Ce que j'ai regretté, c'est que celui du haut, du rez-de-chaussée, était pas très bien éclairé, et j'ai pas réussi à bien voir C'était le petit bonhomme dans la forêt, là, c'est ça, oui. Ah bah oui, il fait des petits bonhommes. Oui, c'est un petit bonhomme presque squelettique d'ailleurs. Pas celui du haut. Ah non, pas celui du haut, alors ça c'est celui qui était en bas, d'accord. Ouais. Voilà. Oui, donc il y avait Jacques Grimberg, il y avait... puis donc le Ribérol, je regardais sur le catalogue, là c'est bien une grenouille, si j'avais bien raison. Oui, enfin les grenouilles de Ribérol, c'est une grenouille. Faut être spécialiste. Voilà. Il y a aussi Marcel Pouget, là c'est un visage, je ne sais pas si tu te souviens, un visage vert, très géométrique en fait, voilà, sur un fond clair. Donc voilà, à faire, à aller voir, à découvrir en tout cas il y a des catalogues sur place. Je pense que le catalogue qui est en ligne, elle le vend. En tout cas, sur ce qu'elle a mis en ligne, c'est vraiment très détaillé si on veut se pencher un peu plus sur tous ces artistes et sur le contexte artistique de l'époque. Tout à fait, oui. Oui, nous, on avait découvert, c'était une autre galerie. C'était pas chez Dominique Paulin d'Ardouin qu'on avait découvert Macréo. C'était une autre galerie qui exposait des... Oui. Exact. Tu te souviens de cette galerie ? Oui, je ne me rappelle plus. On était allé voir Fred II et Cécile Reims. C'était une petite galerie pas loin du musée Picasso, je crois. Et tu avais découvert ce petit bouquin sur Macréo et tu avais eu un coup de cœur, ouais. Alors merci à Mme Dognaud de poursuivre sur cette route. Voilà, faire un travail pointu, sérieux, enfin, et nous offrir tout ça. Voilà. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur,
on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauffe-savate, au canon à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. La complainte du progrès, Boris Vian. Oh, les expos. Ah bon, les expos. Bon, bah, les expos. Gribouillage au musée des Beaux-Arts. Galerie Kaléidoscope, Paris Nouvelle Figuration. Donc jusqu'au 11 mars. 11 mars, ouais. Les ateliers de Gilles Plante, bon, ça c'est permanent. Expo Zadkine jusqu'au 2 avril. Baïa à l'Institut du monde arabe jusqu'au 26 mars. Il faut y courir. Ah ouais, allez-y. C'est l'exposition, à mon avis, à voir à Paris. S'il Ouais. n'en faut qu'une, c'est celle-là. Ouais, tout à fait. Pénol à Pompidou, l'Arte Povera jusqu'au 6 mars. Expo Casa Velasquez, c'est Sylvain Salomovic. Non, ça, Sylvain Salomovic, c'est Juliette qui nous en a parlé. Ah non, oui. Casa Velasquez, c'est Nadja Al-Boukaï et Oui. d'autres artistes. Il y a un artiste dont j'ai pas parlé tout à l'heure qui a fait un travail de linogravure sur papier et sur toile. Il y avait une grande toile ouais. que j'avais trouvé vraiment magnifique avec des. Là, c'est par contre, c'est très doux. Hein. C'est du paysage, des arbres. Ça fait penser un peu à cet artiste tchèque là qu'on a. Teresa Lockman, Oui. oui, c'est vrai, oui. Ouais. Donc là, ça par contre, ça fait du bien. Les autres artistes de la Casa Velasquez nous ont moins marqué. C'est des photos, j'étais moins sensible, quoi. Ouais. Moi, les photos, ça me gave. D'un arbus. Bon, Sylvain Salomovic, graveur, là, c'est une copine qui nous en a parlé. C'est Juju qui nous en a parlé. Juju. Donc, c'est dans une petite galerie au Pré Saint-Gervais. Et ça, moi, j'ai bien regardé. Enfin, j'ai regardé son boulot. Ça a l'air super intéressant. Il a l'air de faire beaucoup de choses. Mais là, en tout cas, c'est de la gravure, mais avec de la couleur, un petit peu de paysage. Enfin bon, ça a l'air sympa comme tout. Une exposition qui s'appelle L'écologie du regard, Pierre-Louis Falocci. C'est ma copine Isa qui m'a parlé de ça. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, alors je ne sais pas du tout ce que vaut l'exposition. En tout cas, ce que j'ai aimé dans l'histoire de cet artiste, c'est un architecte et il parle en fait
c'est quand il était jeune, il habitait pas loin de Nice, il avait une vue sur Nice, sûrement la baie des Anges, les Préalpes, et à 13 ans, un choc optique, on a construit un immeuble qui lui a bouché le regard. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui m'est très cher, le fait qu'on nous prenne d'un coup notre soleil, notre vue, notre perspective. Et donc lui, je pense que ça a été, cette obstruction visuelle a contribué à son travail d'architecte tout au long de sa vie. Donc voilà, je ne sais pas tout ce que l'expo montre ou ne montre pas, mais en tout cas, sa démarche à lui m'a intéressée. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler, quoi. Ouais, ça c'est... Puis surtout que t'es vraiment sensible à toutes ces choses-là, puisque à Montreuil, ça casse et ça construit à tout va. Voilà. Donc, au moins, l'écologie du regard, le terme me plaisait bien, le concept me plaisait bien, effectivement, d'avoir ce regard. Parce que moi, c'est quelque chose qui, je me dis à chaque fois, mais quand il y a des promoteurs qui construisent, on devrait leur imposer de prendre en compte tout l'existant et de faire en sorte que ce ne soit une nuisance pour personne. Et bien sûr, c'est jamais fait. Donc, quand j'ai vu ça, je dis, tiens, en fait, ça me parle. Il y a une association à Nogent, je suis parce qu'il y avait un copain, je crois, qui était le président, je ne sais plus quoi. Et si tu veux, ils ont fait un tel travail comment dirais-je, de contrôle, etc., de ce qui allait se construire et tout, que ils faisaient tellement chier les promoteurs que avant de passer à la mairie pour déposer un permis de construire, ils passaient à l'assaut pour leur demander. Et c'est comme ça que dans une petite rue de Nogent qui est très paisible, avec des petites maisons, etc., le promoteur, il n'a pu faire que des maisons d'un étage. Ah bah c'est bien. Mais malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu dépassé, que les plans locaux d'urbanisme laissent libre champ aux promoteurs, c'est ce qui est dit en tout cas, et c'est ce qu'on voit, mais c'est même pas que Paris et l'Île-de-France, hein, c'est vrai sur toutes les villes de province. Oui, parce qu'il n'y a plus de recours maintenant possible, tu vois, c'est pour empêcher justement les abus des promoteurs. Alors là, il y a de la joie. Hein. Ouais, il y a de la joie, voilà. Donc, voilà. Donc en tout cas, ce terme d'écologie du regard me parlait bien, quoi. Oui, tout à fait. Alors, en culture, j'ai vu un doc sur l'Irak, c'était sur la chaîne parlementaire LCP, où on vous dit tout sur c'est plus qu'une fumisterie, hein, c'est criminel, parce qu'il y a des centaines de milliers d'Irakiens qui sont morts à cause de mensonges de politiques américains, dans l'entourage de Bush Junior, voilà. Et là, on vous dit tout. Et je vous assure que c'est passionnant, parce que si on se dit qu'à ce niveau-là, on peut tout vous cacher comme ça, on peut tout vous faire avaler, si vous voulez, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, on peut battre des ailes tant qu'on veut, on l'approfond. Voilà. Voilà, donc on peut le voir jusqu'au 1er mars, donc je vais mettre effectivement le lien sur le blog, ça dure 50 minutes, c'est un format classique de documentaire. Moi j'ai lu alors en BD Le Cœur des femmes, qui est une adaptation du livre de Martin Winkler dont j'avais déjà parlé. Martin Winkler est un médecin, mais un médecin justement comme on en a pas suffisamment, qui s'intéresse vraiment aux patients, à l'écoute, et qui a beaucoup travaillé sur tout ce qui concerne justement les femmes, le corps des femmes. Et là, donc, ça raconte l'histoire d'une interne qui arrive dans son hôpital et qui, au début, elle est passionnée par la chirurgie gynécologique, mais qui a pas du tout envie de perdre son temps en faisant 6 mois de stage dans cette unité de ce professeur Franz Karma, et qui finalement va petit à petit découvrir ce que c'est que de recevoir des femmes, de les écouter, et comment on fait, qu'est-ce qu'elles racontent quand elles viennent voir un médecin, et qu'est-ce qu'on fait pas. Et le livre m'avait vraiment bouleversée, c'est un livre assez gros. Et là, Le Cœur des femmes est une adaptation avec une adaptation très très bien faite. C'est Aude Mermillot qui a fait je crois le scénario et les dessins, et vraiment on retrouve l'esprit du livre en plus synthétique, mais je me suis aperçue que l'émotion était là aussi, quoi. Donc voilà. Et j'ai terminé donc le livre de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, donc à mettre entre toutes les mains, filles et garçons, sur ces femmes, ces nouvelles sorcières, comment cette société aujourd'hui est quand même construite sur un regard très masculin depuis justement ces grands penseurs humanistes du siècle des Lumières, hein, mais comment on a complètement mis de côté tout ce que les femmes avaient à apporter dans cette société, quoi. Oui. Et ça continuera encore longtemps, je crois.
Et nous passons aux expos. Non, on l'a déjà fait, alors je ne vais pas me répéter non plus. Hein. Vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station de Rapin, sans foi, sans loi et sans courbette, qui émet depuis un garni et diffuse sur internet aracaille.fr. Et tout ça, celui de la Manche, Claude et André de la Nation, Claude et William, nos potes de Brest. Voilà, j'espère que le déménagement, qui sont courts, tranquilles, hein, voilà, comme la marée, quoi. Il y a des heures pour, il y a des heures contre. Jean-Paul Souraz, notre peintre, notre grand peintre de couleur Kerbranche, dans la banlieue de Dunkerque, qui est non seulement un grand de la peinture, mais aussi un grand de l'humanité. Claudine, une copine, un camarade Caïto. Corinne, une tapissière de génie, et son pote Fredo, qui est à Lille, c'est un Lillois, qu'on aime beaucoup. Juliette Planck, qui est une graveuse émérite en relégation à Rochefort-sur-Mer, et qui anime aussi une émission sur Radio Bigaille. Marie-Christine Béguet, encore une graveuse d'élite, qui est théoriquement revenue d'Islande, mais on n'est pas sûr, puisqu'on ne sait pas, elle ne nous donne pas de nouvelles. Ah oui, Marie, on attend. Qui était fait croquer par un pingouin ou quoi. Clément, un graveur fou, qui le Van Gogh de la gravure d'épargne, hein, qu'on adore. Et on adore évidemment son travail. Agnès Dubar, une graveuse lilloise aussi, qui est en relégation, elle, en Bretagne Sud. Thierry Morciot, un graveur bruxellois. Or, faut voir hein, le travail de cet artiste extraordinaire, comme celui d'Alice Amoroso, la plus jeune graveuse du monde, Minus Le Monde. Et Raoul Villoula, un graveur aussi, familier des grands prix de gravure. Colette et Jacqueline, deux femmes d'artistes qui travaillent toujours pour la gloire de leurs artistes, de leurs maris disparus. Liliane et Laurence, deux écrivaines de polar, qui travaillent vraiment la mano, et pour des polars qui sont des héros de Victor Legris et Jérémy Nelson. Ouais, voilà. Et là, Lolo, elle est dans le Cotentin avec son fils et son petit-fils. Ah, ils sont elle est partie 3 jours. Ouais, elle est partie 3 jours. Bon. On pense à toi, Lolo, au bord de la mer. Oui, on pense à toi, Lolo. Alors surtout, attention de ne pas aller trop au large. Hein, alors, pas trop de ménage, mais beaucoup de plage. Et puis, attention aux requins, surtout. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, Marie-Christine et Christophe, des militantes chez Militantes chez Milite. Cécile, tu la sens, ma cinquième puissance. Oui, Cécile, on la sent et on t'aime. La Rousse flamboyante, qui anime 2 émissions sur une radio le mercredi après-midi pour les enfants et leurs parents. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourron-Marlotte, dont nous avons découvert l'œuvre forte dans la librairie L'Empreinte, tenue par Florence Quenu. Et tout ça, c'est à Bourron-Marlotte. Dominique Paul Lardouin, une galériste, hélas aujourd'hui disparue, mais pas dans notre souvenir, où on la chérit toujours. Marie-Pierre, une collectionneuse d'art, mais aussi médecin. Elle soigne les corps et les esprits. Mais hélas, elle va prendre sa retraite, et là, c'est moins drôle. Marie Degnaud, une galériste, on vous en a parlé tout à l'heure, voilà, on la recite, hein, parce qu'elle le mérite. Antoine Manoury des Champignons, c'est un groupe de musicos pas triste du tout. Anna Sinoratska, une peintre polonaise, de talent qui vous écrase la tronche. Karine Brescia, une décoratrice d'intérieur et aussi accessoirement artiste tout court, voilà, qui a beaucoup de mérite et qui un jour deviendra une star mondiale de la décoration intérieure. On lui souhaite. Et tous ceux qui n'y sont pas, la multitude bien sûr, minus bien sûr. L'émission est à l'écoute sur notre blog aracaille.fr et tout de suite on s'unit avec les camarades de Mélis Mel. Faut vivre. Salut à tous. Salut les mecs, les filles, tout le monde.
Malgré l'écran suet une néant, c'est pour mieux nous manger enfants. Et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Bardi et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire, jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une est seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.